Bonjour à tous et merci pour cette invitation. C'est un plaisir de venir présenter les résultats de Thalys sur la collaboration enseignante. Euh, j'ai décidé de relever le défi parce que pour moi, c'était l'opportunité de regarder de plus près les derniers résultats de Thalys. L'enquête auprès des enseignants et des chefs d'établissement. En fait, j'ai travaillé à cette enquête pendant 6 ans. Et je suis désormais directrice d'une équipe qui travaille sur les compétences psychosociales à l'OCDE. Euh, mais voilà, je connais bien l'enquête et puis la question de la collaboration m'intéresse. Donc c'était l'occasion de plancher sur sur cette présentation et de creuser le sujet que je reprends quelques années après mon départ de l'équipe Thalys. Alors je vais vous partager ma présentation et je remercie Olivier Cosnefroy pour cette invitation et sa confiance. Euh, Malgré cette présentation un peu préparée en dernière minute. Alors, normalement, j'ai partagé le diapositive, il devrait, je pense, la diapo devrait s'afficher, voilà, parfait. Et je vais d'abord je vais vous dire quelques mots sur l'enquête Thalys avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la collaboration enseignante. Thalys, je vous en ai dit quelques mots déjà, c'est une enquête internationale, la plus large en fait, auprès d'enseignants et de chefs d'établissement du secondaire inférieur. Donc on s'appuie sur une nomenclature internationale des niveaux d'éducation. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle ISCED 2, le niveau. Et on a identifié ce niveau-là pour comparer la formation et les pratiques des enseignants entre différents pays. Et donc en France, ce niveau ISCED 2, ça correspond au niveau des collèges. Et l'idée, c'est que l'OCDE a établi cette enquête pour qu'elle porte la voix des enseignants, des chefs d'établissement, et qu'elle permette notamment aux décideurs politiques, mais aussi aux enseignants et aux chefs d'établissement de manière beaucoup plus vaste, de se saisir des réponses des enseignants et des chefs d'établissement, et donc de mieux comprendre les conditions d'enseignement et d'apprentissage en France et en comparaison internationale. Donc à ce jour, 4 cycles d'enquête ont été administrés. Et les résultats de Thalys 2024 sont sortis très récemment. Un rapport a été publié le 7 octobre de cette année, 7 octobre 2025. Ce dernier rapport présente les conditions d'enseignement et d'apprentissage dans 55 systèmes éducatifs. Donc la France participe au niveau national. On travaille avec des échantillons représentatifs au niveau national. Donc, en France, c'est quelques milliers d'enseignants qui répondent à chaque cycle. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas la première participation de la France à l'enquête. Et vous verrez dans cette présentation, je pourrais faire des comparaisons entre 2018 notamment et 2024. Donc, on a des comparaisons à 6 ans d'intervalle, ce qui est tout à fait intéressant. On capte les dernières tendances. À noter, ma présentation va s'appuyer sur les réponses donc, des enseignants qui ont été échantillonnés et qui ont participé à cette enquête. Mais en France, l'enquête a aussi été administrée auprès des enseignants du primaire. Je ne présenterai pas les résultats pour les enseignants du primaire, donc gardez bien en tête que les résultats présentés concernent les enseignants du collège. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il y a d'autres options proposées dans le cadre de l'enquête Thalys. Il est possible d'enquêter les enseignants du secondaire supérieur, donc ISCED 3. Là, ça correspondrait aux enseignants du lycée. Ça n'est pas une option qui a été retenue par la France jusque-là. Et nouvelle option possible dans le cadre de l'enquête Thalys, c'est d'administrer une enquête sur les connaissances pédagogiques des enseignants. L'option s'appelle Teacher Knowledge Survey, donc TKS en anglais. Donc aujourd'hui, je me concentre vraiment sur le collège en 2024 en France, en comparaison des autres systèmes et avec parfois une rétrospective jusqu'à 2018. Alors, pourquoi on s'intéresse à la collaboration enseignante dans cette présentation, mais aussi dans Thalys, c'est vraiment un thème important.
on s'y intéresse parce qu'en fait, les relations professionnelles des enseignants, c'est une des ressources les plus importantes dont ils disposent. Parmi d'autres, évidemment, ils ont accès aux programmes, à des systèmes de formation initiale et continue. Mais les collègues restent une ressource en fait présente à tout moment au moment de l'exercice de leur travail. Et donc, ça peut être un relais et un appui hyper intéressant et efficace pour les enseignants. Dans le cadre de leur travail, en effet, les enseignants interagissent avec un large éventail d'acteurs, notamment donc les élèves, évidemment, dans leur salle de classe, mais aussi d'autres collègues enseignants et des collègues aussi de l'équipe de l'établissement, le chef d'établissement, les parents et puis des membres de la communauté locale, donc d'autres acteurs qui sont dans la ville, proches de l'établissement, etc. Donc cette diversité d'acteurs constitue ce qu'on appelle parfois la communauté scolaire, et cette communauté scolaire a une incidence importante sur les conditions de travail des enseignants, leurs expériences au travail, et aussi ce que dans Thalys on appelle les résultats des enseignants. C'est un peu la traduction de outcome, je pense, en anglais. Donc on mesure les résultats des enseignants à travers des réponses des enseignants dans l'enquête Thalys qui sont le sentiment qu'ils ont réalisé leurs objectifs pédagogiques, leur bien-être au travail, leur satisfaction au travail, leur sentiment d'efficacité. Donc tout ça, ce seraient les résultats des enseignants avec cette part subjective qu'il y a évidemment dans leur appréciation quand on capte leur déclaration. Et donc dans cette présentation, je vais présenter à la fois des choses très descriptives sur la collaboration des enseignants, leurs relations avec d'autres acteurs qui sont listés sur le slide, et aussi comment ces relations sont liées à ces résultats dont je parlais. Donc, dans cette présentation, en fait, je l'ai structurée en fait par type d'acteurs. Donc, on va commencer par la collaboration entre enseignants, et ensuite, on présentera les relations des enseignants avec les autres acteurs, en commençant par le chef d'établissement, et ensuite en présentant les relations avec les élèves et les parents. Et donc, on va se centrer vraiment, dans un premier temps, sur la collaboration entre les enseignants, toujours au prisme de cette enquête Thalys 2024. Donc Thalys 2024 cherche à mieux comprendre comment les enseignants travaillent ensemble, et pour ce faire, Thalys utilise 2 séries de questions sur les relations entre enseignants. La première série concerne la fréquence à laquelle les enseignants travaillent ensemble et aussi la manière dont ils travaillent ensemble. Donc là, c'est vraiment basé un peu sur des faits, des activités et des fréquences d'activités. Il y a un deuxième volet de questions qui est plus subjectif. Bien sûr, toutes les questions restent subjectives puisque c'est des déclarations des enseignants, mais celle-là, elle a clairement une part subjective puisqu'on demande aux enseignants de renseigner leur impression de la collégialité dans l'établissement. Et on capture cette dimension-là en leur demandant si, à leur sens, les enseignants peuvent compter les uns sur les autres au sein de l'établissement. Donc, il y aura vraiment ces 2 volets-là. Je vais commencer plus par les faits, toujours rapportés par les enseignants. On ne peut jamais éliminer une part forcément de subjectivité et d'évaluation personnelle des enseignants, mais c'est quand même fort intéressant de regarder ce qu'ils retiennent. Et donc, là encore, pour les activités qui ont trait à la collaboration, dans Thalys, on a fait le choix de distinguer 2 types de collaboration. Une forme d'abord plus simple, ce que j'appelle échange et coordination pour l'enseignement, qui consiste essentiellement à échanger sur des cas particuliers d'élèves ou sur l'ensemble des élèves, sur leur progrès dans les apprentissages ou se partager des ressources pour l'enseignement. Voilà, c'est une forme relativement simple de collaboration. Et la forme plus complexe qu'on appelle collaboration professionnelle, qui implique une forme plus sophistiquée de collaboration, plus aboutie, et qui implique une prise de décision partagée entre les enseignants et une réflexion sur la pratique.
avec en général le but d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage des élèves ou de la classe, enfin, de certains élèves ou de la classe en général, voire de l'établissement dans son ensemble. Et la recherche montre que si l'accent est mis sur l'amélioration de l'enseignement, alors ça peut aider vraiment l'apprentissage de l'ensemble des élèves. Et la recherche montre ceci dit que les avantages de cette collaboration plus sophistiquée dépendent clairement du temps investi par les enseignants dans cette collaboration et de la clarté des objectifs définis. Donc, qu'est-ce qu'on cherche précisément à améliorer? Voilà, il faut vraiment qu'il y ait du temps investi et un but assez clair à cette collaboration. Il y a une étude aussi qui montre que pour que cette collaboration professionnelle, donc plus complexe, soit efficace, en général, elle demande un investissement continu, fondé sur des valeurs partagées des différentes parties prenantes et un engagement vraiment actif de tous les enseignants qui participent. Donc, il y a des conditions d'efficacité pour que cette collaboration professionnelle soit efficace. Oui. Alors, j'en viens maintenant aux premiers résultats statistiques. On va s'attacher à la première forme de collaboration assez simple que je décrive au début, donc la coordination entre enseignants. Et ce qu'on peut voir avec ce graphique, c'est que les enseignants en France au collège déclarent consacrer en moyenne 2 heures par semaine au travail d'équipe et aux échanges avec d'autres enseignants. Donc la forme de coordination assez simple. Donc c'est 2 heures d'enseignement et 2 heures de leur temps, et c'est à comparer à 3 heures dans la moyenne de l'OCDE. Et ce qu'on voit, c'est que c'est un temps qui a plutôt augmenté en moyenne entre 2018 et 2024 dans un certain nombre de pays qui participent à l'enquête. En France, ça reste stable. Donc les efforts de coordination entre enseignants sont pas négligeables, 2 heures par semaine, mais stables sur la période. En tout cas, quand on compare 2018 à 2024. Ce qu'on voit, c'est qu'une forme un petit peu plus complexe de collaboration a augmenté. En France, environ 20% des enseignants enseignent en équipe au moins une fois par mois. Et on voit que c'est en légère augmentation de 1 ou 2 points de pourcentage. Ça reste en dessous de la moyenne de l'OCDE, où on a 30% des enseignants qui enseignent conjointement en équipe dans la même classe au moins une fois par mois. La manière dont les enseignants coopèrent varie beaucoup d'un pays à l'autre, et aussi au sein d'un pays d'un enseignant à l'autre ou d'un établissement à l'autre. Alors, vous voyez, j'ai repris sur ce graphique les 2 formes de collaboration. Donc, il y a la collaboration professionnelle en haut avec 4 items. Donc, il y a une forme plus aboutie de collaboration. Et puis, les 3 items en bas du diapositive, de la diapositive, correspondent à la forme plus simple de coordination. Et on voit que pour tous les types de collaboration, la France se situe en dessous de la moyenne de l'OCDE. Donc la France est symbolisée par ce petit losange bleu, la moyenne de l'OCDE par ce rond vert, et vous voyez aussi comment les pays se distribuent. Et en abscisse, vous voyez les pourcentages d'enseignants qui déclarent participer à une forme de collaboration au moins une fois par mois. Et donc les formes de collaboration les plus rares en France, c'est par exemple de participer à des activités d'apprentissage professionnel collaboratif. Donc ça, c'est moins de 5%, c'est la 2e ligne. Vous voyez, la France est tout en bas du classement. Et on a aussi très peu d'enseignants qui déclarent observer les cours d'autres enseignants et leur fournir un retour. On voit que pour toutes les formes de collaboration professionnelle, donc cette forme de collaboration plus aboutie, on a quand même moins d'enseignants qui déclarent, que ce soit en France ou ailleurs, qui déclarent prendre part à ce type de collaboration plus complexe. On a plus d'enseignants qui déclarent avoir des formes de coordination plus simples. Et peut-être un des points où on est vraiment dans la moyenne de l'OCDE, c'est, vous voyez, la 3e ligne. Il y a autant d'enseignants en France et dans la moyenne de l'OCDE qui déclarent
mener des activités conjointes entre différentes classes et tranches d'âge. Donc peut-être que ce qui est plus fréquent en France, c'est de coordonner des activités entre différentes classes à un même niveau donné, potentiellement entre différents niveaux de classe aussi. Donc voilà, c'est la forme de collaboration où on se retrouve le moins éloigné de la moyenne de l'OCDE. On peut voir quand même qu'il y a une petite moitié des enseignants qui déclarent échanger sur le développement des apprentissages d'élèves spécifiques au moins une fois par mois. Ça reste, même si c'est une petite moitié, ça veut dire qu'il y a l'autre moitié qui ne va même pas échanger au moins une fois par mois sur l'apprentissage d'élèves en particulier. Ça donne l'impression quand même qu'il y a une partie des enseignants qui abordent tous ces sujets de manière assez solitaire. Donc ça, c'était un premier pan de la collaboration telle que mesurée par Thalys. Un deuxième pan, c'est le volet plus subjectif dont je parlais au départ. En introduction, on mesure aussi ce qu'on appelle la collégialité entre enseignants. Et pour la mesurer, ce qu'on a fait dans Thalys, c'est de leur demander dans quelle mesure ils sont d'accord avec l'affirmation que les enseignants de leur établissement peuvent compter les uns sur les autres. Et si les enseignants sont d'accord ou tout à fait d'accord avec cette affirmation, alors ils sont considérés comme travaillant dans un environnement collégial. Et la France fait partie des 10 systèmes éducatifs où la collégialité entre enseignants a diminué, puisque en 2018, on avait 85% des enseignants qui étaient d'accord avec ces affirmations, et ça a baissé à 81% en 2024. C'est étonnant parce qu'on voit d'une certaine manière que la collaboration semble un petit peu augmenter, et par ailleurs, les enseignants sont un peu moins nombreux à déclarer qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. Et on pense pourtant que les deux devraient se renforcer parce qu'en fait, le sentiment de pouvoir compter les uns sur les autres, ce soutien mutuel, ce sentiment de confiance, de solidarité, c'est des fondements en effet essentiels pour que naisse une culture scolaire collaborative. Et on imagine que plus on collabore, mais plus potentiellement on renforce ce sentiment-là. Donc voilà, c'est quand même à interroger. Mais par ailleurs, on sait que les enseignants qui collaborent davantage déclarent des niveaux de satisfaction au travail plus importants. C'est le cas en général dans un certain nombre de pays, et c'est le cas en France, où la relation en fait entre participation à des activités collaboratives et satisfaction au travail est particulièrement forte. Vous voyez, on a une relation plus forte que dans la moyenne de l'OCDE. Et j'ai pas de slide pour soutenir ce fait-là, mais oralement, je vais vous le dire. On trouve aussi que les enseignants qui tendent à collaborer tendent aussi à avoir un sentiment d'efficacité plus élevé. Donc, plus on collabore, plus on a confiance dans la qualité de sa pédagogie, ou inversement, plus on a confiance dans sa qualité d'enseignant et plus on collabore. Donc il y a une forme de vertu, d'un cercle vertueux ici qui s'instaure entre collaboration et sentiment d'efficacité. Évidemment, si on a confiance en soi, on est peut-être plus à même d'établir des liens avec les autres et de mettre en commun, et aussi d'être ouvert peut-être à d'autres façons de faire. Parce qu'on se sent fort de ses compétences. Donc il doit y avoir quelque chose de l'ordre du cercle vertueux ici qui se joue. Donc j'en ai fini de ma première partie sur la collaboration entre les enseignants, et maintenant j'en viens à la collaboration avec les autres acteurs. Et en fait, les mesures vont s'apparenter là davantage à en tout cas pour la collaboration avec les enseignants, à des mesures plus subjectives qui ont trait à la manière dont les enseignants perçoivent leur chef d'établissement. Et donc l'idée sous-jacente derrière, c'est que la relation qu'un enseignant a avec son chef d'établissement peut avoir un impact sur la qualité du travail, le bien-être au travail de cet enseignant et de la communauté éducative dans son ensemble.
Et donc, Thalys interroge les enseignants sur leur opinion concernant leur chef d'établissement. Et elle leur demande en particulier s'il entretient de bonnes relations avec le personnel, les parents, les élèves, etc. Thalys interroge aussi les chefs d'établissement, mais je n'ai pas de graphique dans cette présentation-là. Je vous invite à regarder le dernier rapport de Thalys, The State of Teaching, qui est sorti le mois dernier, si vous voulez en savoir plus. Donc, quelques éléments sur la relation enseignant-chef d'établissement vue par les enseignants. Et là, j'ai repris que les statistiques pour la France en comparaison de la moyenne OCDE. Alors, encore une fois, on demande aux enseignants dans quelle mesure ils sont d'accord ou tout à fait d'accord avec des affirmations qui concernent le comportement du chef d'établissement. Évidemment, on a listé dans Thalys un certain nombre de pratiques qui sont jugées plutôt des bonnes pratiques. Et donc, on se demande dans quelle mesure les enseignants trouvent que voilà, les chefs d'établissement adoptent des pratiques qui sont jugées bonnes, en tout cas par la recherche en éducation. Et donc, pour toutes ces pratiques, on voit un petit différentiel à chaque fois entre la France et l'OCDE. Donc, les enseignants français ont tendance à moins bien évaluer leur chef d'établissement que des enseignants dans le reste de l'OCDE. Alors, il y a peut-être un effet de type de réponse, de style de réponse évidemment ici, mais donc ce qui est intéressant de regarder finalement, c'est peut-être plus les dimensions où l'écart est particulièrement plus important, puisqu'il y a toujours ce petit différentiel négatif. Et donc c'est pour ça que j'ai mis en gras les dernières lignes de ce tableau. Donc peut-être pour commencer par le haut du tableau où les écarts sont un peu plus faibles entre la France et la moyenne de l'OCDE, on voit que les enseignants globalement notent assez bien en fait quand même les comportements des chefs d'établissement. Ils sont 78% par exemple à être tout à fait d'accord avec le fait que le chef d'établissement encourage la coopération entre les enseignants afin de développer de nouvelles pratiques pédagogiques. Que 71% a déclaré que le chef d'établissement fournit des commentaires utiles aux enseignants et au personnel. De même, 77% que le chef d'établissement veille à ce que les performances des enseignants soient contrôlées efficacement. Et les deux dimensions où je dirais que les écarts sont un peu plus grands par rapport à la moyenne de l'OCDE, c'est que les enseignants français sont un peu moins nombreux à juger que le chef d'établissement veille à ce que les enseignants se sentent responsables d'améliorer les compétences pédagogiques et les résultats de leurs élèves. Alors ça a peut-être trait au fait que c'est pas un rôle qui est attendu peut-être des chefs d'établissement, en tout cas de la part des enseignants. Peut-être qu'ils ne projettent pas ce type de rôle dans leur chef d'établissement. En tout cas, clairement, c'est une différence qu'on voit entre les enseignants en France et les enseignants dans le reste de l'OCDE. Ça interroge quand même sur l'autonomie laissée aux enseignants. Alors, est-ce que c'est parce que voilà, ça ne relève pas de la responsabilité du chef d'établissement de s'assurer de cela, ou est-ce que c'est les enseignants ne se sentent pas tant responsabilisés que ça de manière générale? Voilà, ça interroge là-dessus. Mais évidemment, pour collaborer, il faut se sentir une forme d'autonomie et de responsabilité, sinon c'est sûr que il n'y a pas de motivation en fait à la collaboration si on ne se sent pas en contrôle de l'objectif, on va dire. Et on voit avec ce slide qui est beaucoup plus général, qui dézoome, là on zoomait sur les relations chef d'établissement enseignant, là on est vraiment sur les relations des chefs d'établissement avec d'autres personnels, et on voit que là on est très proche quand même des moyennes OCDE, toujours un petit peu en dessous mais quand même très proche. Le chef d'établissement est jugé en effet encourager l'ensemble du personnel à s'exprimer sur les décisions importantes par 73% des enseignants qui sont d'accord avec cette proposition. Et pareil, ils ont des bonnes relations avec le personnel, les parents, les tuteurs, les élèves, pour 80% des enseignants ou plus, et on est très proche des moyennes OCDE. Maintenant qu'on a vu un petit peu les relations qu'ont les chefs d'établissement avec les différents acteurs, ce qui est important de souligner, c'est que les enseignants
qui déclarent que la relation avec le chef d'établissement est bonne, déclarent aussi une meilleure satisfaction au travail en moyenne. Donc il y a vraiment un lien entre qualité de la relation avec le chef d'établissement et satisfaction au travail. On a une relation positive. Je passe en revue les différents acteurs, j'arrive aux élèves. Les relations enseignants-élèves, toujours vues par les enseignants, sont généralement bonnes. Pour mesurer ça, Thalys demande aux enseignants si les élèves et les enseignants s'entendent généralement bien, si la plupart des enseignants estiment que le bien-être des élèves est important, si la plupart des enseignants s'intéressent à ce que les élèves ont à dire, et si l'établissement fournit de l'aide lorsqu'un élève en a besoin. Et en France, pour chacune de ces propositions, il y a 9 enseignants sur 10 au moins, si ce n'est pas plus, qui sont d'accord ou tout à fait d'accord avec ces affirmations. Donc là, voilà, un très bon climat, on va dire, est déclaré par les enseignants en termes de relations avec les élèves. Et ça aussi, ça importe beaucoup pour la satisfaction au travail des enseignants. Et particulièrement en France, il y a une relation très forte entre qualité des relations avec les élèves et satisfaction au travail. La France est tout à gauche du graphe, là où les relations sont les plus fortes. Dernier acteur qui est, à mon sens, un peu oublié et qui est pourtant très important, ce sont les parents. Les parents jouent, comme on le sait, évidemment un rôle crucial dans l'apprentissage de leurs enfants, et ce, dès la naissance, et ils vont jouer un rôle durable sur les résultats scolaires de leurs enfants. Et étant donné que les enfants passent plus de temps à la maison qu'à l'école, il est essentiel en fait pour leur développement de relier l'apprentissage scolaire à leur environnement plus large, leur environnement familial, leur environnement aussi plus large, donc leur quartier, leurs activités, etc. Et la recherche a montré que la collaboration parents-établissement, parents-enseignants, en vue de soutenir l'apprentissage, est associée à de meilleurs résultats scolaires des enfants, au renforcement des compétences des parents, très important, que les parents se sentent en fait compétents pour accompagner leurs enfants, et à des relations plus solides entre l'établissement et la communauté locale. Donc ça, il y a plusieurs recherches qui le montrent. Et malheureusement, en dépit du bon sens, j'ai envie de dire, la collaboration enseignant-parent est peu fréquente. C'est assez peu présent quand même dans la mentalité en France. C'est certain, on a 10% des enseignants qui déclarent qu'ils collaborent avec des parents ou les tuteurs et responsables légaux des enfants au moins une fois par mois. Et c'est en dessous de la moyenne de l'OCDE où on a un peu plus de 25% des enseignants qui déclarent ceci. Et pour aller aussi dans le sens de ce qu'ont montré des études, les données de Thalys montrent qu'il y a un lien aussi entre collaboration entre parents et enseignants et le sentiment d'être valorisé par les parents. Donc les enseignants se sentent beaucoup plus valorisés quand ils collaborent avec les parents. Donc l'idée de partager des objectifs pour les enfants, d'en discuter, etc., de travailler ensemble, de faire des partenariats avec les parents, ça aide les parents qui sont plus compétents et ça aide les enseignants à se sentir plus valorisés. Donc j'ai une dernière toute petite partie qui en fait étaye plus des intuitions personnelles que s'appuie sur de la recherche très solide, je dois vous avouer, mais j'ai envie de vous partager mes réflexions. Je me dis en fait pour diffuser cet esprit de collaboration entre les enseignants et au sein des établissements, en fait, c'est comme tout, il faut commencer le plus tôt possible. Et donc je voulais regarder quelle était la place de la collaboration ou des interactions en début de carrière pour les enseignants. Et on demande aux enseignants débutants, donc c'est les enseignants qui ont moins de 5 ans d'expérience d'enseignement, s'ils ont un tuteur. Et en France, on a un petit peu moins de 20% des enseignants débutants qui déclarent avoir un tuteur, et ça n'a pas augmenté depuis 2018, alors que ça a augmenté dans la moyenne de l'OCDE. Maintenant, c'est passé de 20 à un petit peu moins de 30%. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les enseignants apprécient avoir un tuteur en début de carrière. C'est vraiment associé à une plus forte satisfaction professionnelle.
Donc ça, c'est une première piste. Peut-être que en fait, favoriser ces pratiques d'échange, partage d'expériences entre les enseignants, en fait, ça doit se mettre en place très tôt pour cultiver cette culture de l'échange et du dialogue. Euh, et l'autre chose, c'est que finalement, bon, Thalys met au jour en fait le métier d'enseignant comme un métier assez solitaire. Et pour certains étudiants, en fait, ils quittent à peine le système éducatif, qui rentrent à nouveau comme enseignants, sans autre expérience du monde professionnel et dans d'autres secteurs d'activité. Et mon intuition, c'est qu'en fait, peut-être que les bénéfices de la collaboration, on les découvre davantage dans d'autres secteurs où la collaboration est plus structurelle, on va dire, que dans le métier d'enseignant. Et qu'en fait, ça pourrait valoir le coup de favoriser des carrières plus diversifiées et des reconversions notamment. Et je vais passer à ce slide. En fait, le pourcentage de personnes qui se reconvertissent dans l'enseignement varie évidemment entre les pays, mais reste faible. En France, c'est 5% des enseignants qui choisissent l'enseignement en seconde carrière. Et en fait, c'est plutôt en baisse. Là, ce slide vous montre la part des enseignants qui ont eu une expérience professionnelle antérieure dans des professions autres que l'enseignement. Et on voit que ça a baissé entre 2018 et 2024. Et je pense qu'en fait, voilà, qu'il y aurait des apports intéressants à aller chercher dans d'autres secteurs d'activité et que finalement, en fait, pour bien préparer les élèves au monde de demain, en fait, avoir une expérience professionnelle en dehors du système éducatif pour les enseignants serait quand même assez utile. Donc, pour conclure, très brièvement, la collaboration enseignante est multiforme. On l'a vu, elle prend des formes simples le plus souvent, mais elle peut avoir des formes plus compliquées. Elle implique différents acteurs, que ce soit d'autres enseignants, le chef d'établissement, les parents, etc. Elle demeure en général moins fréquente sous toutes ses formes en France que dans la moyenne de l'OCDE. Ceci dit, ça n'empêche pas d'avoir globalement des relations positives entre les différents acteurs. Les relations sont globalement bonnes. On a noté quand même que la collégialité semble se dégrader un petit peu au cours des dernières années. Et donc, malgré en fait les bienfaits de la collaboration, puisqu'on a vu que c'était associé à un plus grand sentiment d'efficacité en général, une plus grande satisfaction au travail, un sentiment d'être plus valorisé, etc., la collaboration demeure assez faible quand même en France. Et donc, j'ai proposé quelques leviers lors de cette présentation. On pourrait développer les pratiques collaboratives dès la formation initiale et les premières années d'enseignement, favoriser des passerelles avec d'autres secteurs d'activité et puis partager les résultats de l'enquête Thalys notamment et susciter des réflexions sur les pratiques. Et évidemment, mettre en place des mécanismes pour soutenir ces changements. Et je vais m'arrêter là, vous remercier pour votre écoute et répondre à vos questions si vous en avez.